Salut à tous, c'est Karim Debache et aujourd'hui on va s'intéresser à un film que j'aime bien. Donc vous connaissez la coutume, on va entrecouper l'épisode de faux extraits de making of. Si tu fais ça, je vais te péter la gueule. Non, c'est une blague. Oh, tu m'as bien eu. Allez, viens dans mes bras. Non, on peut pas faire ça. Bah pourquoi? Parce qu'on est une seule et même personne. Oh mon dieu! Je disais donc qu'on va s'intéresser à un film que j'aime bien. Mais là pour le coup, je pense qu'il est important de contextualiser le film avant que je commence à vous en parler pour que vous compreniez un peu mieux mon point de vue. Préparez-vous donc à plonger en apnée dans un univers tapissé de couleurs bariolées mal assorties, d'improbables caisses claires réverbérées et de sons de synthé stridents. Un univers où le bon goût se conjugue au passé. Les années 80. Flashback! Le début des années 80 est une période charnière pour la pop culture. Il correspond à ce que l'on appelle communément l'âge d'or du jeu d'arcade, qui démarre en 1978 avec la sortie de Space Invader, qui fait passer le jeu vidéo d'un obscur loisir pour initiés à un véritable phénomène culturel de masse. Ça, c'est pour le jeu vidéo. Mais ici on est dans Crost, et dans Crost, on parle de Cinoche. Flashback dans un flashback! Les années 60 sont une période de rupture et de crise dans l'histoire de l'industrie d'Hollywood, puisque les grosses productions se cassent la gueule et coûtent de plus en plus cher. Au même moment, le cinéma français et italien semble redonner un gros coup de fouet à l'industrie en s'adressant aux gens avec des films moins chers, moins empoulés mais plus sincères, plus réalistes et surtout, des films qui correspondent aux réalités sociales de l'époque. Karim Debache, tu veux dire qu'on arrivait à faire des films plus rentables qu'Hollywood? Oui! Et il ne s'est fallu que quelques années pour que les studios emboîtent le pas aux cinéastes indépendants et confient à tout un tas de jeunes réalisateurs des budgets corrects mais relativement faibles et surtout une complète liberté de création. C'est comme ça que des gens comme Arthur Penn, Schlesinger, Scorsese ou encore Coppola ont eu la chance de pouvoir s'exprimer puisque le public suivait et qu'ils faisaient gagner tout un paquet de fric au patron des studios. C'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, et ça a duré presque 10 ans. 10 ans pendant lesquels des artistes talentueux ont pu confortablement faire des films personnels et sincères sans que personne n'ose leur dire quoi que ce soit. Le bon vieux temps. Sauf qu'à la fin des années 70, le nouvel Hollywood connaît ses premiers échecs commerciaux et de nouveaux cinéastes émergent. Ces cinéastes, vous les connaissez probablement puisqu'ils s'appellent George Lucas ou encore Steven Spielberg. C'est eux qui ont relancé un mode de production plus classique, tuant de la même manière tous les efforts qui ont été faits pour construire le nouvel Hollywood. Tu dis pas du mal de Steven. Je dis pas du mal de Steven Spielberg. Tu dis pas du mal de Steven. Ah mais ça va aussi, on peut... Donc les années 80 marquent un tournant fondamental dans l'histoire du cinéma américain, et le film dont nous allons parler aujourd'hui s'intègre parfaitement dans cette démarche filmique, à savoir faire un film pour le plus grand nombre. Et à cette époque-là, le plus grand nombre, il est aussi dans les salles d'arcade. Le film en question, c'est Starfighter. Ah bah c'est pas trop tôt. Alors ça va, t'as appris des trucs quand même. Franchement, non. Vraiment ? Ouais, c'est parce que je suis un peu bourré aussi. Bon, Starfighter, ou The Last Starfighter dans sa version originale, est un film américain sorti le 13 juillet 1984 aux États-Unis et réalisé par Nick Castle, un réalisateur plus connu pour sa performance d'acteur dans Halloween, où il interprète le personnage de Michael Myers. Michael Myers a fait des films pour enfants. Je me sens sale. Donc le film nous raconte l'histoire d'Alex Rogan, teenager lambda d'un bled perdu du fin fond des États-Unis, calqué sur absolument tous les héros de films des années 80. Alex est jeune, beau gosse, il a des valeurs simples, il aime sa mère, son petit frère et sa jolie copine, et je suis sûr que le matin, il prend ses céréales avec un bon verre de jus d'orange pressé. Chouette! Donc comme je sens qu'on est dans un film bouleversant d'originalité, je vous propose d'utiliser un petit gadget de ma fabrication. Le tableau des clichés. Sauf que tout n'est pas rose dans la vie d'Alex, puisqu'il vit dans un mobil-home, qu'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il rêve, comme à peu près tous les jeunes des années 80, de l'espace. D'ailleurs, il rêve de façon super chelou, dans ce qui semble être un putain d'épisode psychotique. Il a fait beau aujourd'hui. Oui, et il fera encore très beau demain. Il va faire beau tout l'été. Ils le disent dans l'almanach du fermier. Oh, je suis complètement défoncé. Heureusement pour lui, il y a les jeux vidéo. Enfin, surtout un jeu vidéo. Celui-là, Starfighter. Une borne d'arcade fictive, évidemment créée pour le film, qui met en scène le pilote d'un vaisseau, dernier rempart de l'humanité contre un méchant envahisseur qui veut détruire le monde, blablabla, insérer des clichés aléatoires. Bref, un soir, Alex arrive à faire tomber le record de la borne. Billy Mitchell va te péter la gueule. Et toute la communauté, qui très franchement a l'air beaucoup trop sympa et enthousiaste pour ne pas être sous LSD, est surexcitée à cette idée. Venez, dépêchez-vous! Il va battre le record! C'est extraordinaire! Louis, viens vite! Le soir même, il commence à se passer des trucs étranges, la borne prend vie et se trémousse comme John Travolta. Et là, arrive une DeLorean flambant neuve. Parce que quitte à prendre une bagnole, autant choisir une qui a de la gueule. Au volant de cette DeLorean se trouve Obi-Wan. Dumbledore. Donc Gandalf. Tequila! Donc Alex entre dans la voiture et le passager l'électrocute. Le mentor démarre et fonce comme un dingue jusqu'au bout de la route. Sauf que là où ils vont, ils n'ont pas besoin de route. J'adore Jurassic Park. Bon, donc la voiture s'envole et Centauri, le mentor, enlève son visage. Bon,
Ok, donc la voiture volante ça va, le coup de taser d'accord, mais là c'était juste la goutte d'eau. On comprend ensuite que le jeu vidéo auquel jouait Alex au début du film n'est pas qu'un simple jeu vidéo. C'est un programme d'entraînement envoyé par des extraterrestres pour repérer qui était suffisamment talentueux pour sauver la galaxie d'une attaque de méchants. Centauri le conduit donc à la salle de conférence où Alex peut rencontrer ses futurs collègues pilotes. Oh, Amiral Akbar, comment ça va? Vous avez eu des réductions de budget? La présentation est interrompue par le grand méchant du film qui annonce qu'il a repéré une taupe dans son organisation et qui décide de le tuer face caméra. Il nous reste des instants de bonheur et d'insouciance. Je vais vous filer le numéro d'un psy pour vos gosses. Bon, tout ça, ça fait quand même un peu peur à notre ami Alex qui décide de refuser de sauver le monde. Il rentre chez lui et pendant ce temps, les méchants font péter la base des gentils, tuant sur le coup tous les pilotes présents, dans une magnifique explosion en gif animé. Explosion. Ce qui signifie qu'il a été sauvé par sa lâcheté. Ça, c'est un bon message à envoyer aux enfants Hollywood, merci. Y a pas de quoi. Alors, à partir de là, le film va se scinder en deux. D'un côté, Alex retourne dans l'espace pour sauver l'humanité, et de l'autre, on suit la vie d'un robot clone d'Alex, que les extraterrestres ont mis là pour que personne ne se doute de son absence. Ce qui veut dire que le film décide de nous montrer à la fois un humain dans un univers de jeux vidéo, et un personnage de jeux vidéo dans le monde des humains. Et franchement, je trouve le concept assez cool. Bon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ça pisse pas bien loin, mais c'est assez ludique comme parti pris, parce que finalement, les moments dans l'espace sont juste l'adaptation d'un shoot 'em up lambda, et en même temps, on assiste à quelques petites scènes cool avec un robot qui essaye d'avoir l'air normal dans un mobil-home. C'est n'importe quoi, certes, mais c'est rigolo. J'ai quand même noté quelque chose d'assez con. Le clone robot refuse les avances sexuelles de la copine du héros parce qu'il trouve ça sale. Alors que c'est un robot. Je veux dire, ça veut dire quoi? Qu'il a été programmé avec des codes de puritanisme? Chut. Tout est normal. Donc le clone d'Alex essaye de vivre sa vie de clone pourchassé par des extraterrestres belliqueux qui pensent qu'il est le vrai Alex et qui sont envoyés pour le buter. Je suis un bêta-droïde, la copie conforme d'Alex. Il est là-haut pour sauver l'univers pendant que je suis là pour servir de cible. Tu vois? Le reste du film est assez évident si vous avez vu Star Wars. Le mentor se fait buter par les méchants, Alex va dans l'espace avec son sidekick rigolo. Eh, y a un sidekick rigolo! Aïe aïe aïe, podemos grande el taquito. Los tacos! Je disais, Alex va dans l'espace pour défoncer du vilain, il y arrive en utilisant une smart bomb et devient le plus grand héros de la galaxie. Il apprend qu'en fait le mentor il est pas mort et... Ah mais attends quoi, il est encore vivant? Centauri! Je croyais que vous étiez mort. Moi, mourir et manquer une telle aventure? Oh non! Mais on l'a vu mourir il y a 2 minutes, c'est n'importe quoi, qui se... J'ai plus ou moins dormi pendant que mon corps se réparait lui-même. Je veux dire, c'est... Bah, je vais pas t'embêter. C'est pas pour normal, ce vous détail. pouvez pas juste Il suffit ressusciter de te les dire personnages. que tu es sur Vous m'écoutez pas, Relos. vous m'écoutez pas du tout, vous m'écoutez Cesse pas de du penser tout. en humain. Vous m'écoutez Ça, pas c'est du tout, vous la continuez à leçon jouer le du film. miroir. La Stop, leçon du je miroir. suis un spectateur payant, regardez-moi. Vous pouvez pas juste faire mourir les gens comme ça et les ressusciter après. Mais si, on peut. Tout est normal. Bref, le méchant arrive à s'enfuir et Alex revient sur Terre pour chercher sa nana et repart avec dans l'espace. Et tout le monde a l'air de trouver ça normal. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces personnages? Ils ont pas de caractère, pas de personnalité? On dirait qu'ils sont juste là pour applaudir le héros. Ça veut dire quoi ça? Et même j'ai l'impression que tous les personnages du film sont juste des silhouettes inhabitées. C'est n'importe quoi. Mais j'aime bien ce film quand même. Et pour comprendre pourquoi j'aime bien ce film, il faut remonter à ce que je disais au début de la review. Toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre dans l'ordre. T'en fais trop, désolé. Parce qu'au moment où Spielberg et Lucas ont tué le... Parce qu'au moment où Lucas a tué le nouvel Hollywood et a relancé la mode du gros blockbuster de studio, il a utilisé ceci, Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, un bouquin qui date de 1949 et qui expose la théorie du monomythe. En gros, le bouquin explique que tous les mythes du monde sont une variation d'une seule et même histoire, et décrit différentes étapes et différents archétypes que l'on retrouve dans tout un tas d'œuvres de fiction, et Starfighter en est un des exemples les plus évidents. C'est pour ça que je pense que tout le film est aussi prévisible et que tous les personnages sont archétypaux au possible. C'est juste un décalque scénaristique de Star Wars qui lui-même n'est rien de plus que l'illustration de la théorie du monomythe. Ceci étant, je considère toujours ça comme de réels défauts. Parce que du coup, le film ne surprend jamais et semble effroyablement tiède. Il ne contient aucune audace, aucune envolée narrative, tout semble baigner dans le conformisme et la bien-pensance. Chouette! Pareil pour toutes les séquences qui se passent dans l'espace qui font vraiment Star Wars du pauvre. Tiens, regardez ça. Osez me dire que c'est pas un X-Wing de contrefaçon hongkongaise. Mais quand même, il y a des trucs que j'aime bien. Déjà, le film est un précurseur en termes d'imagerie et d'effets spéciaux. Alors ok, aujourd'hui ça a effroyablement vieilli, c'en est même presque drôle, mais en 84, au moment de la sortie du film, bah ça avait de la gueule. C'est pas vachement moins classe que Jurassic Park? Si, mais c'est sorti 9 ans avant.
Alors certes, les technologies de l'époque n'étaient probablement pas assez avancées pour quelque chose d'aussi ambitieux, et il aurait sûrement mieux valu en rester aux maquettes, mais merde, au moins ils ont essayé de donner un look particulier au film. Alors c'est plutôt raté, certes, mais c'est quand même une initiative. Pareil pour ce qui est du jeu vidéo dans le film, ça sert à rien, c'est que du prétexte, ça réfléchit à aucun moment sur le médium, mais ils ont réussi à utiliser ça de façon assez ludique pour que ça soit pas désagréable à mater. Et même malgré cette utilisation un peu opportuniste et putassière de l'univers du jeu vidéo, j'ai pas l'impression de les voir tirer sur la corde plus que ça, comme ça peut être le cas pour Gamer par exemple. Ici, le public visé est beaucoup plus large et le film s'adresse plus aux amateurs de science-fiction qu'aux joueurs. Du coup, on évite pas mal de références forcées et de clins d'œil superflus. Tu en es à 900 000. Attention néanmoins, je préfère être complètement honnête avec vous, je pense que je suis bienveillant avec le film parce que je l'ai connu quand j'étais gosse. Et je pense aussi que ma nostalgie personnelle influe sur le regard que je lui porte. De ce fait, je ne peux décemment pas vous le recommander dans l'absolu. Par contre, si vous avez fait le tour de toutes les autres productions pour gosses un peu niaises de cette époque-là et que vous en voulez encore, bah celle-là est pas pire qu'une autre. C'est un film que vous aurez oublié 3 semaines après l'avoir vu, mais c'est plutôt un moment sympa à passer. Et moi, bah, je passe un bon moment devant. Quand je regarde Starfighter, j'ai juste envie de m'emmitoufler dans une couette douillette, d'attraper une tasse de chocolat chaud avec de la chantilly et des chamallows, éclairée par quelques bougies et réchauffée par un bon feu de cheminée pendant qu'une dinde rôtie dans le four, et que mon berger allemand se gratouille l'oreille sur le tapis. T'es quand même un personnage très très bizarre, Karim. Cette image sortira jamais de ma tête.